Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit et le Silmarillion partagent la même mythologie, la même cosmogonie. Les elfes, les nains, les magiciens qui peuplent ce monde imaginaire sont nés de l'incroyable créativité d'un auteur, J.R.R. Tolkien. Mais en réalité, ce dernier s'est appuyé sur tout un tas de mythes, de légendes oubliées et de langues anciennes pour créer cet univers. Quelles sont les œuvres qui ont permis de donner vie à la Terre du Milieu? Pour façonner ces peuples, tel un dieu créateur, pour bâtir ses royaumes, Tolkien a puisé dans de nombreuses cultures. Nordiques, celtes, chrétiennes. Découvrons ensemble les inspirations derrière l'œuvre de fantasy la plus importante du XXe siècle. Pour essayer de comprendre l'univers du Seigneur des Anneaux, il convient de réaliser que Tolkien n'est pas qu'un simple écrivain de fantasy à succès. Il était avant tout un philologue passionné. La linguistique, l'étude des langues et de leur histoire, n'était pas seulement un hobby pour lui, c'était une obsession, un moteur de création. Avant même de concevoir la Terre du Milieu, Tolkien s'était plongé dans l'étude des langues anciennes. Le vieil anglais, le finnois, le gallois ou encore le latin médiéval. Dans ses œuvres, les noms des cités, des personnages et des créatures ne sont pas choisis au hasard. Leur sonorité était très importante pour Tolkien. Mais le plus fascinant, ce sont probablement les langues inventées par l'auteur. Pour lui, inventer un monde cohérent et des peuples crédibles devait forcément passer par la création de langues. Prenons l'exemple du Quenya et du Sindarin, deux des langues elfiques qu'il a inventées. Le Quenya, langue noble et ancienne des elfes, est inspiré du finnois, avec sa musicalité, ses voyelles ouvertes et son rythme poétique. Le Sindarin, plus courant chez les elfes de la Terre du Milieu au IIIe âge, est influencé par le gallois, avec ses consonances caractéristiques et ses structures syntaxiques particulières. Ces langues ne sont pas uniquement là pour esthétiser les races qui les parlent. Non, elles aident à crédibiliser leur existence même au sein de cet univers. Pour créer ces langues, Tolkien appliquait une méthode presque scientifique. Il ne se contentait pas de mélanger des sonorités agréables à l'oreille. Il construisait des grammaires complètes, des lexiques et des évolutions historiques. Par exemple, le Sindarin a sa propre évolution interne, qui reflète des siècles de migration et de changements phonétiques parmi les elfes. Cette profondeur linguistique est ce qui donne à la Terre du Milieu un sentiment de réalité historique. Pour imaginer son monde de fantasy, Tolkien s'est beaucoup appuyé sur les mythes européens. Ses lectures et ses études ont nourri son imaginaire et lui ont fourni des structures narratives, des archétypes et des motifs mythologiques qu'il a réinventés pour la Terre du Milieu. L'une des principales sources d'inspiration de Tolkien, c'est le poème épique anglo-saxon Beowulf. Tolkien a enseigné ce texte pendant des années à l'université d'Oxford, et il a été profondément influencé par son langage, ses thèmes et sa vision du monde. Le combat contre le monstre Grendel et le motif de l'épopée héroïque se retrouvent dans la quête de Frodon et de la communauté de l'anneau. L'idée que le mal peut être à la fois terrifiant, invisible et insidieux, que le courage ne se mesure pas seulement par la force, mais par la persévérance, tout cela est directement inspiré de Beowulf. Mais Tolkien n'a pas seulement puisé dans la tradition anglo-saxonne, il s'est également intéressé aux sagas et légendes nordiques. Les elfes, les nains, les trolls et même certaines figures de héros rappellent les mythes scandinaves où les dieux et les créatures fantastiques interagissent avec le monde des hommes. Le monde des Nibelungen, avec ses trésors maudits et ses héros tragiques, a aussi laissé des traces visibles. L'anneau unique, qui corrompt celui qui le possède, peut être comparé à l'anneau de pouvoir des Nibelungen, symbole de convoitise et de malheur. Par ailleurs, Tolkien était fasciné par la littérature médiévale. Les légendes arthuriennes, les chansons de gestes françaises et la poésie épique anglaise ont tous influencé ses descriptions, ses quêtes et ses motifs narratifs. Par exemple, la figure de Gandalf peut être vue comme un mélange de Merlin et de figures mythiques nordiques. Un guide sage, parfois mystérieux, porteur de connaissances anciennes et de pouvoirs extraordinaires. Outre les grands textes épiques, Tolkien s'inspire également du folklore populaire. Les contes anglais, les légendes irlandaises et les récits germaniques peuplent ces histoires d'éléments naturels, de créatures fantastiques et de paysages. Les hobbits eux-mêmes, avec leur goût pour la terre, la tranquillité et le confort, sont inspirés des descriptions de paysans idéalisés dans les poèmes médiévaux
et les contes folkloriques anglais. Les fêtes, les chansons, les proverbes et les habitudes alimentaires des hobbits ne viennent pas de nulle part. Ils s'inspirent de traditions anciennes et de poèmes populaires que Tolkien connaissait par cœur. Cette attention aux détails donne à son univers une richesse et une profondeur rarement vues, même en fantaisie. Le lecteur croit à l'existence réelle de la comté ou de Foncombe. Ce qui rend Tolkien unique, c'est sa capacité à fusionner les influences anciennes avec une imagination personnelle. Il ne se contente pas de copier les mythes ou les langues anciennes, il les transforme. Chaque élément de son univers possède un lien avec une tradition réelle, mais réinventé pour s'intégrer et rester cohérent à la Terre du Milieu. L'un des fondements majeurs de l'imaginaire de Tolkien, c'est la mythologie nordique. L'auteur a grandi dans une Angleterre où les légendes scandinaves faisaient partie intégrante de l'enseignement des langues et de la littérature ancienne. Il connaissait les sagas islandaises, les poèmes édiques et les récits héroïques de Thor, Odin et des autres dieux nordiques. Ces histoires de dieux puissants, de monstres redoutables et de destins tragiques nourrissent directement les grandes lignes de la Terre du Milieu. Dans la mythologie nordique, les elfes ou alfar sont des êtres lumineux, parfois capricieux, souvent immortels et proches de la nature. Tolkien reprend cette idée et en fait des êtres à la fois altiers et puissants, qui habitent des royaumes enchanteurs. La beauté et la sagesse de ces elfes, leur lien avec la nature et leur longue mémoire, sont directement hérités de ces traditions anciennes, mais Tolkien les enrichit en créant des langues, une histoire et des cultures propres à chaque peuple elfique. Les trolls et autres créatures monstrueuses de la Terre du Milieu trouvent également leurs racines dans la mythologie nordique. Dans les légendes scandinaves, les trolls sont des géants ou des créatures sauvages, souvent stupides mais extrêmement dangereux. Tolkien adapte cette idée tout en introduisant ses propres règles. Ces trolls se transforment en pierre à la lumière du soleil, ajoutant une dimension originale qui n'existe pas dans les textes anciens. Ainsi, même lorsqu'il emprunte des motifs anciens, Tolkien les transforme pour servir la cohérence de son univers. Mais l'influence nordique ne s'arrête pas aux créatures, elle s'étend aux structures narratives et aux thèmes. La lutte contre des forces écrasantes, la notion de destin et la confrontation entre le courage individuel et la fatalité collective sont omniprésentes dans les sagas nordiques et réapparaissent dans la quête de la communauté de l'anneau. Les héros ne sont pas invincibles, ils sont souvent fragiles, faillibles et conscients de la puissance du mal qu'ils affrontent, tout comme les héros dans les sagas germaniques. Parallèlement, Tolkien s'est fortement inspiré de la mythologie celtique. Les Celtes ont produit des cycles de contes et de légendes peuplés de héros, de quêtes initiatiques et de paysages féeriques. La Terre du Milieu contient de nombreux éléments qui évoquent ce monde celtique. Des forêts anciennes et sacrées, des lacs mystérieux, des lieux imprégnés de magie et de mémoire. Le royaume elfique de Lothlórien, avec ses arbres dorés et sa lumière éthérée, peut être vu comme un de ces mondes féeriques celtiques, où le temps semble suspendu et où la magie imprègne chaque pierre et chaque feuille. Au-delà des mythologies païennes, la foi chrétienne de Tolkien joue un rôle peut-être plus subtil mais fondamental dans son univers. Tolkien était un catholique pratiquant, et ses croyances transparaissent dans les thèmes de ses récits, même s'il n'a jamais écrit de façon explicitement religieuse. Tolkien a construit un univers moral, où le bien et le mal s'affrontent, et où le choix individuel, le courage et le sacrifice sont essentiels. L'anneau unique est l'un des symboles les plus puissants de cette dimension chrétienne. Il représente la tentation, le pouvoir corrupteur et la fragilité humaine face au mal. Comme dans la tradition chrétienne, Tolkien montre que même les plus petits, les plus humbles et les plus insignifiants, ici les hobbits, peuvent devenir les vecteurs du bien par leur foi, leur courage et leur persévérance. Frodon, en portant l'anneau jusqu'au monde destin, devient une figure christique, un exemple de renoncement et de sacrifice au service d'un bien supérieur. Cette dimension morale se retrouve également dans le personnage de Gandalf. Plus qu'un simple magicien, Gandalf incarne la sagesse, rappelant certains prophètes dans les textes bibliques. Il guide, conseille et protège, mais laisse toujours au personnage le libre arbitre, reflétant une vision chrétienne où le choix de bien ou de mal appartient à chacun. L'un des éléments les plus frappants dans l'univers de Tolkien est sa cohérence géographique.
La Terre du Milieu n'est pas un simple décor aléatoire pour des aventures héroïques. Elle possède une topographie, une géologie et un climat réfléchi qui influencent la vie de ses habitants. Les cartes que Tolkien a dessinées lui-même, qu'il s'agisse de la comté, de la Moria ou de Minas Tirith, ne sont pas de simples illustrations. Chaque rivière, chaque montagne et chaque vallée correspond à une logique interne. Les routes suivent le relief, les forteresses sont placées stratégiquement et la disposition des royaumes reflète l'histoire des peuples et leurs relations. Cette cohérence géographique est étroitement liée à l'histoire de la Terre du Milieu, qui s'étend sur des milliers d'années. Tolkien ne se contente pas de raconter les événements du Troisième Âge dans Le Seigneur des Anneaux. Il a créé une chronologie détaillée depuis la formation du monde jusqu'à l'extinction progressive des elfes et le déclin des royaumes humains. Les légendes du Premier Âge, relatées dans le Silmarillion, ne sont pas isolées. Elles constituent l'histoire ancienne qui façonne la politique, la culture et même la géographie du Troisième Âge. Cette profondeur historique donne au lecteur l'impression de découvrir un monde vivant, avec sa mémoire, ses traditions et ses héros oubliés. Les peuples de la Terre du Milieu sont également soumis à une logique interne. Chaque race, elfes, nains, hommes, hobbits, possède sa culture, sa langue, ses croyances et son organisation sociale. Les elfes vivent dans des royaumes élitistes et raffinés. Les nains sont attachés à l'artisanat et à l'or. Les hommes forment des royaumes variés et instables, tandis que les hobbits incarnent la simplicité et le plaisir de la vie rurale. Cette cohérence culturelle renforce l'impression que la Terre du Milieu est un véritable monde parallèle, où les peuples interagissent selon des règles crédibles et logiques. Contrairement à de nombreuses autres œuvres de fantasy, le succès et le génie de Tolkien ne résident pas seulement dans ses elfes ou ses dragons, mais dans la profondeur, la cohérence et la richesse culturelle de son univers. La Terre du Milieu continue de fasciner parce qu'elle est vivante, ancrée dans une histoire et une mythologie qui lui donnent, je crois, un caractère intemporel. Nous arrivons à la fin de notre voyage. Si vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et portez-vous bien.